Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au rendez-vous Biblio. Mon nom est Robert Simard. Je suis historien d'Argenteuil. Cette semaine, nous allons parler de la toponymie d'Argenteuil. La toponymie, c'est une enquête. C'est une enquête qu'on va faire sur la mémoire des lieux. Alors, d'où viennent les noms qu'on a donnés aux lieux, aux rues, aux ponts? Chaque rue sur laquelle on marche, soit qu'on prenne la route en auto, ils ont un nom. Chaque lieu a un nom, chaque ville a un nom, chaque montagne a un nom, chaque lac a un nom, chaque rivière a un nom. Alors, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la toponymie des lieux. D'où vient la toponymie? Comment ça se fait qu'on appelle le pont qui est juste à côté de la bibliothèque? Comment ça se fait qu'on l'appelle le pont Baron? Pourquoi est-ce que le pont qui est à l'extérieur de la chute, juste en avant du cimetière, on lui a donné plusieurs noms? Certains vont lui donner le nom du pont vert parce qu'il est peinturé vert, d'autres vont l'appeler le pont noir, d'autres l'appellent encore le pont Copeland ou encore les anciens l'appelaient le pont Powers. Pourquoi les lieux changent-ils de nom? Qu'est-ce qui fait qu'on change les noms? Comment ça se produit, ça? Comment est-ce qu'on arrive à trouver un nom à un lieu? C'est quoi cette signification-là? On va essayer de voir tout ça, mais avant de commencer, avant de tomber dans le vif du détail qui nous concerne ici à la chute, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi ce phénomène-là de la toponymie, puis d'où ça vient, puis d'où ça origine. Alors, c'est vraiment une question de tradition, entre une tradition orale puis un repérage géographique. La toponymie, ça vient du mot grec qui veut dire topos, lieu, et onoma qui veut dire nom. Bon, ça raconte l'origine, la signification et l'ancienneté des noms. Ça désigne les lieux. Ça étudie le contexte, des motivations, et puis la détermination derrière ces motivations-là. Comment est-ce qu'on y arrive? Ça nous renseigne aussi sur l'impact de certaines sociétés. C'est-à-dire que quand on donne le nom, mettons, à une rivière, on va prendre l'exemple de la rivière du Nord, on a déjà une orientation géographique derrière la rivière du Nord. Mais est-ce une réalité? Est-ce la vraie réalité? Quand les gens ont découvert cette rivière-là, je vous dirais autour de 1613, pendant le passage de Samuel de Champlain, puis qu'ils ont découvert la rivière du Nord, ils ont vu un tronçon, une partie de cette rivière-là. Ils ne savaient pas ce qu'elle faisait, comment elle était sinueuse sur le territoire, comment elle suivait le plateau montagneux du bouclier laurentien. Ils ne savaient pas que cette rivière-là partait dans un axe de sud vers le nord, puis qu'ensuite de ça, elle bifurquait de l'ouest vers l'est, pour ensuite de ça, s'en aller carrément vers l'ouest puis remonter vers le nord, vers Saint-Jérôme. Alors, ils auraient peut-être appelé d'un autre nom s'ils avaient su exactement le cours de cette rivière-là. Mais, à prime abord, quand ils ont rencontré la rivière du Nord en voyageant sur la rivière des Outaouais, ils l'ont nommée comme ça, rivière du Nord. Alors, il y a vraiment une grande évolution au niveau de la toponymie au Québec. Ça s'est vraiment passé entre le territoire et notre histoire. C'est-à-dire que chaque lieu a une histoire. Chaque partie de notre territoire aussi est imprégnée de cette histoire-là. Ce qui fait que, à travers les temps, les toponymes ont changé. Le nom des lieux a changé. Un peu d'histoire. On commence avec la Commission géographique de la province de Québec, qui est fondée en 1912. Qu'est-ce qui se passait avant 1912? Comment on arrivait à nommer les lieux? Là, principalement, on nommait les lieux en fonction de la situation géographique, d'un caractère géographique ou quelque chose comme ça. Si, mettons, il y avait une loutre sur le lac, souvent on l'appelait le lac à la loutre. C'est aussi simple que ça. Avec la Commission géographique de la province de Québec, on a décidé d'arriver et de donner une véritable signification à ces lieux-là et en même temps d'utiliser le nom des personnages historiques pour qualifier les lieux, nommer les rues, nommer les espaces, nommer les villes. La Commission de toponymie du Québec, elle, est arrivée beaucoup plus tard. Mais elle s'est assurée aussi que les territoires du Québec soient nommés avec justesse
et que ça mette en valeur aussi le visage français du Québec. Donc voilà, en 1977, la Commission de toponymie devient l'organisme responsable de la gestion des noms de lieux du Québec. Et à ce moment-là, en 1977, on commence la francisation aussi de plusieurs parties de notre toponymie. Ne serait-ce que le nom des rues. On a vu le cas à Saint-André où une rue qui pouvait s'appeler, la rue Kings Row, s'est appelée, après 1977, la rue de la Seigneurie. Alors, son mandat, créé en vertu de la Charte de langue française, et la Commission doit, entre autres, proposer au gouvernement des normes, des règles d'écriture, procéder à l'inventaire de la conservation des noms des lieux, établir, normaliser la terminologie géographique de ces lieux-là, toujours en rapport avec la langue française, officialiser le nom des lieux. Donc, à partir de ce moment-là, le lac à la loutre s'appelle le lac à la loutre et non le lac à la loutre, et l'autre l'appelle le lac carré parce qu'il est un peu carré, l'autre l'appelle le lac rond parce qu'il est un peu rond. On officialise un toponyme. Ensuite de ça, on diffuse cette information-là et on donne son avis au gouvernement sur toutes les autres propositions de nouveaux toponymes. Alors, ces changements à la toponymie au Québec, en 1977, on a eu l'adoption de la Charte de la langue française. En 1979, la création du guide toponymique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous habitez sur une rue, vous pouvez aller sur le site de la Commission de la toponymie du Québec et on va vous expliquer, en quelques mots, ce que veut dire le nom de la rue sur laquelle vous habitez. Les termes génériques des toponymes aujourd'hui doivent être en français et conformes aux normes du français contemporain. Alors, évidemment, ça évolue toujours avec la langue française. Et les éléments spécifiques des toponymes provenant de la langue courante, comme les noms communs, doivent être en langue française, du moins aux usages, et consacrés, ou soit consacrés sous toute autre forme dans une autre langue. Voilà. Au niveau du portrait de la toponymie au Québec, on voit qu'il y a vraiment une augmentation assez faramineuse entre 1916 et 2013, sur l'espace de pratiquement 100 ans. C'est surtout qu'à partir de 1978, on a inclus toute la nomenclature des voies de communication, donc les séparations, les autoroutes, les ponts sur les autoroutes, etc. On voit l'augmentation vraiment extraordinaire en 1978 et 2001 sur la quantité de toponymes. Donc ça veut dire qu'on est constamment bombardé d'informations. Le moindrement qu'on prend la route, qu'on conduit notre voiture ou qu'on marche sur une rue, il y a tellement d'informations qui nous sont données sur les lieux avec la toponymie. Ne serait-ce que le nom de la ville, mais ensuite de ça, le nom de la rue, le nom du trottoir, le nom du pont, comme on disait, le nom du lac, le nom de la rivière. Et chacun de ces toponymes-là a une certaine représentation historique aussi dans ces lieux-là. Des fois aussi, les municipalités vont avoir ils vont faire des choix qui sont orientés en fonction de la nature et tout ça. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors, on a vraiment 4 couches au niveau de la toponymie. Une des premières, elle est de nature autochtone. La seconde, de nature française. La troisième, elle est de nature anglaise. Et la quatrième, évidemment, elle fait partie des autres. Et ce qui est assez remarquable dans ces 4 couches toponymiques-là, c'est que ça suit un peu la manière dont notre territoire a été occupé historiquement. Les Autochtones étaient là au début, ensuite de ça, les Français sont arrivés, par la suite, les Anglais sont arrivés. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est beaucoup plus multiculturelle. Donc, il y a cet apport-là des autres communautés qui vient teinter la toponymie au Québec. On voit que la toponymie autochtone n'est pratiquement pas présente, de l'ordre de 6 %, et qu'on est vraiment dans une toponymie qui est très collée sur la langue française, parce que, on est français ici au Québec. Alors, on le voit ici sur ce graphique-là, que la toponymie française a pris de l'ampleur encore. Nos chiffres sont en 2001, mais on peut imaginer qu'en 2020, c'est encore la même chose. Par contre, je vous dirais que de plus en plus, on utilise le toponyme amérindien. J'ai écrit autochtone, mais c'est amérindien, des Premières Nations, dans la nomenclature toponymique au Québec. De plus en plus, on va aller vers ça. Au niveau de la toponymie des Premières Nations,
Ça fait partie évidemment de notre héritage. Par contre, si on va dans la langue, différentes langues des tribus qui ont occupé notre territoire, ça devient un peu difficile parce que, on n'est pas tous au fait de la phonétique, hein, et les traductions ne sont pas toujours tout à fait exactes. On peut voir là, dans certains cas les toponymes autochtones qui sont encore utilisés aujourd'hui, qui nous sont issus des premiers contacts. On parle de Québec, Yamaska, Yamachiche, Coaticook, Kenogami, Rimouski, Matane et même Mascouche dans notre coin, qui est un toponyme qui nous vient des Premières Nations. Ensuite de ça, on a la toponymie française, celle des découvreurs du 16e siècle, qui sont partout sur notre territoire. Quand on pense au Mont-Royal, à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans et au Lonceau, ici, le Lonceau de la rivière des Outaouais, qui nous est hérité de ces premiers explorateurs qui ont transité sur la rivière à partir de 1612-1613. Le toponyme Mont-Royal est quelque chose de curieux. Il se colle très bien au nom de la ville de Montréal. Montréal nous vient de l'espagnol Monterreal, sans accent, donc en deux mots, Mont pour mont et Réal qui veut dire royal. Alors, le Montréal est en fait un ramassis là, du Mont-Royal qui a été francisé. Ensuite de ça, on s'en va vers le 17e siècle. On a un héritage culturel des colonisateurs, des autorités civiles et religieuses et aussi de tout l'aspect du système seigneurial qui teint notre toponymie. Quand on pense, les rivières Champlain, Richelieu, ensuite de ça, le Sceau de Montmorency, qui étaient des gouverneurs, Lachenay, qui est une seigneurie Port-Neuf, et même Argenteuil, la seigneurie d'Argenteuil, qui est devenue, plus tard, au 20e siècle, lors de la création des municipalités régionales de comté, la municipalité régionale de comté, la MRC d'Argenteuil, qui nous vient de cette seigneurie-là. Au niveau de la toponymie anglaise, évidemment, c'est un héritage culturel qui nous vient de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Écosse et de l'Irlande. Quand on pense à Windsor, à Hull, chez nous, dans Argenteuil, il y a certains hameaux comme Avoca ou Dunani qui nous viennent de cet héritage-là des Écossais. Autrement, ça nous vient de personnages politiques et militaires, comme tout le nom de nos cantons, ici dans Argenteuil, sont hérités de cette toponymie militaire du 18e siècle, des Wentworth, qui était un général, un colonel, Harrington, la même chose, Grenville, la même chose, Chatham aussi, qui était un lord. Il y a aussi, on a une toponymie de création spontanée et populaire qui est souvent descriptive, où on voit, mettons, le lac Clair, ici dans Argenteuil, probablement quand l'arpenteur a débarqué sur le bord du lac Clair, le soleil devait être au zénith ou quelque chose comme ça, puis tout de suite, il s'est rendu compte de la clarté de l'eau du lac et il a décidé de l'appeler le lac Clair. Donc, c'est resté là, dans notre héritage littéraire. Voilà la même chose pour le lac Rond. Probablement qu'on s'est rendu compte que le lac était plus en forme de rond. Le lac à la loutre, comme je disais tantôt, il a vu une loutre apparaître, alors on a décidé de l'appeler le lac à la loutre, le lac vert. Chez les Autochtones, puis les Premières Nations, probablement ça ne se passait pas de cette façon-là. Oui, il devait y avoir là, une identification à la nature qui était près des animaux, près de l'arbre. Des fois, ça pouvait être le lac brumeux, hein, parce qu'il y avait toujours une brume sur ce lac-là. En fait de curiosité, on peut voir, présent, dans le contenu géographique, j'ai sauté une petite slide, je suis vraiment désolé. Le lac des 16 îles, qui nous raconte qu'il y a 16 îles sur le lac. Pine Hill, dans le cas de Pine Hill, c'était vraiment la montagne des pins. Il devait y avoir des pins immenses sur cette montagne-là. Quand on arrive là, sur le bord de la rivière Ouest, à l'entrée du village, il y avait ce petit hameau-là qui était dans la colline, qui était appelé Edina, qui était relié à une ville en Irlande. C'était une communauté irlandaise protestante qui vivait là à ce moment-là. Mais quand ils ont vu la petite montagne remplie de pins, ils ont décidé d'appeler ce lieu-là Pine Hill, donc la montagne aux pins. Même chose pour la rivière perdue, Lost River, c'est une rivière qui disparaît sous un gros rocher et qui réapparaît de l'autre côté du rocher à peut-être une centaine de mètres plus loin. Alors, ils ont décidé d'appeler ce lieu-là le lieu de la rivière perdue. Évidemment, c'était des Anglais, ils l'ont appelé Lost River.
En fait, curiosité, des fois, on retrouve des toponymes comme Gore. Bon, Gore n'est pas un film d'horreur. Non, pas du tout, avec beaucoup de sang. Au contraire, Gore, en anglais, voulait dire simplement une partie de terre qui était non concédée, qui faisait partie des terres de la couronne. Alors, Gore devait être l'augmentation. En français, on disait augmentation, mais dans le cas du canton de Gore, on a gardé le toponyme Gore. C'est comme si on dirait aujourd'hui, comme si on dit le canton de l'augmentation. C'est ce que ça veut dire Gore dans ce cas-là. Évidemment, chez nous, étant donné qu'on est une population très, très catholique, on a utilisé beaucoup de toponymes religieux. Alors, du côté de Champlain, bon, il a nommé le lac Saint-Pierre, il a nommé l'île Sainte-Hélène en mémoire de sa femme Hélène. Ensuite de ça, on a eu l'utilisation d'agionymes comme les saints, toujours les saints. Au Québec, on est maître, passé maître en saints. On a tous les saints du monde là, qui représentent un village. Chez nous, dans Argenteuil, bon, évidemment, on a Saint-Jérusalem. Ensuite de ça, on a Saint-Philippe. Et évidemment, du côté des Anglais, on avait Saint Andrews. Le cas de Saint Andrews est assez curieux. Le village a été créé autour de 1800 par Patrick Murray, le seigneur d'Argenteuil. Il a décidé de l'appeler Saint Andrews. Saint Andrews est devenu à un moment donné Saint Andrews East, pour ne pas confondre avec Saint-André Ouest. Et par la suite est devenu en français Saint-André Est. Bon, et évidemment, autour des années 1980 et 90, on a enlevé le Est et c'est devenu Saint-André d'Argenteuil. Souvent, ils sont accompagnés aussi de déterminatifs comme les anciennes seigneuries. Là. Bon, ici, on a Saint-André d'Argenteuil. Bon, voilà. Pour ce qui est de la toponymie d'Argenteuil, on va voir un peu en détail comment ça s'est construit avec l'arrivée de Champlain. Puis, tranquillement, on va s'orienter vers la ville de la Chute. Alors, quand on regarde une carte, cette première carte-là, qui nous montre une partie de territoire, cette carte-là date de 1824. Le lieu qui est nommé là s'appelle Chute Purchase. Bon, c'est comme si on dirait en français l'achat de la chute. Hein? C'est un peu ça, ou celui qui a acheté la chute. Elle était où cette chute-là? Bon, je vous ai déjà raconté dans un épisode passé qu'elle se situe à côté du pont Fiche, juste sur le bord de l'usine de Cascade. Ceux qui ne savent pas où il est le pont Fiche, bon, c'est le pont qui traverse au bout de la rue Grace et qui s'en va du côté de la paroisse Saint-Julien, l'ancienne paroisse Saint-Julien du côté de Hurstville. Donc, il prend la rue Millway, la rue des Moulins, pour se rendre de l'autre côté de la rivière du Nord. Alors, la grande chute, la grosse chute était située à ce moment-là. Et tout ce territoire-là qu'on voit sur la carte présentement, c'est le territoire de la ville de la Chute qui avait été vendu à une seule personne au mois de décembre, le 3 décembre 1796. Cette personne-là s'appelait Jedediah Lane. Jedediah Lane Jr. Jedediah Lane Jr. est devenu le propriétaire de la ville de la Chute et c'est lui qui a amené des colons, des familles pionnières américaines à venir s'établir sur le territoire ici. Cette carte-là est particulière parce que c'est une des rares où on voit le nom Chute Purchase. D'habitude, on voit le nom Lane Purchase. Donc, Lane's Purchase, l'achat de M. Lane. Tout ça pour vous dire que le toponyme La Chute nous vient probablement de ces premiers arrivants-là. Les gens sont venus s'établir ici, en haut de la Grosse Chute. On va voir tout en détail tantôt toute la quantité de toponymes qu'on a pu donner à la ville de la Chute avant d'arrêter notre choix sur le nom de la Chute. Donc, la couverture toponymique d'un territoire se présente comme une image du milieu humain où sont rattachés les vestiges du passé. Hein? C'est comme si c'était notre mémoire collective qui est ancrée dans ces lieux-là. Quand on fait cette recherche-là pour remonter l'histoire, pour remonter un petit peu, faire le compte à l'envers de pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est là qu'on découvre, ah oui, OK, maintenant il y avait des Américains, les Américains appelaient ça de même. Après ça, les Écossais sont arrivés, ils appelaient ça comme ça. Après ça, les Irlandais sont arrivés, puis c'est drôle, ils ont donné ce nom-là. Puis finalement, les Français sont arrivés, puis ils ont donné ce nom-là, La Chute. Mais La Chute existait même avant que les Américains débarquent ici, puis ils appellent ça Above the Big Chute. C'est drôle.
la chute existait avant, oui, parce que les Français étaient déjà venus ici probablement autour de 1763-1765 faire une exploration du territoire. Forcément, la seigneurie d'Argenteuil avait été concédée en 1680, donc pratiquement 80 ans avant. Il y a des gens qui ont transité par ici, puis même avant eux, il y avait les Amérindiens qui étaient ici, il y avait les Premières Nations qui transitaient sur le territoire, qui devaient passer ici, au pied de la grosse chute, puis en haut de la grosse chute, probablement qu'il y avait un petit village ou un petit établissement ou quelque chose comme ça qui se sont... Et comment ils appelaient ça, ce lieu? Est-ce qu'ils l'appelaient, eux, la rivière du Nord, ou ils l'appelaient la rivière sinueuse, ou ils l'appelaient la rivière avec la grosse chute? On ne le sait pas, hein, parce que ces gens-là ne nous ont pas laissé de traces. Ce qu'on sait, c'est que du côté des Américains, ils en ont laissé énormément de traces. Dans les actes de vente, on retrouve à plusieurs endroits la mention de « on s'en va s'établir en haut de la grosse chute ». Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que cette chute-là devait être immense. Bon, on le sait aujourd'hui parce qu'elle devait avoir à peu près une trentaine de pieds de haut, là. Si je regarde la rivière des Outaouais, au niveau des Amérindiens, ils avaient laissé des traces parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé avec Samuel de Champlain lors de son passage en 1613 et par la suite avec tous les explorateurs qui ont transité par la rivière des Outaouais. On sait qu'ils l'appelaient Kitchissippi ou Katchissippi. Bon, ma prononciation est probablement pas bonne parce que je ne parle pas l'algonquin ou, comme disait Champlain, l'algoumequin. Donc, les Algonquins, les Algoumequins étaient là. Il y avait les Ondutao-Charanon, il y avait les Outaouaks et il y avait les Adaouais. Adaouais est probablement ce qui se rapproche le plus du toponyme qu'on a en anglais, qui est Ottawa. Probablement que dans l'oreille d'un Européen qui débarquait ici, la façon dont l'Algonquin ou l'Iroquoien pouvait prononcer le mot Adaouais, ça y sonnait comme Ottawa. Donc, on l'a écrit Ottawa. Et de Ottawa, bon, est arrivé le toponyme Outaouais. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que du côté de la rivière des Outaouais, ça porte le toponyme d'une nation, d'une Première Nation qui n'a jamais vécu sur les bords de l'Outaouais. La nation outaouaise vivait en haut, dans les pays d'en haut qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire en haut du lac Huron, donc dans ce grand royaume-là. Évidemment, ils étaient algonquins. Ce qu'on sait, par contre, c'est que dans le contact de Champlain avec les Algonquins qui transitaient par la rivière des Outaouais, Kississippi voulait dire la grande rivière. À partir de ce moment-là, de 1613-1615, Champlain a commencé à appeler cette rivière-là, la rivière des Outaouais, la Grande Rivière. Et du côté des Anglais, par la suite, on a gardé cette appellation-là, Grand River. Alors, on voit ici un peu certains toponymes amérindiens qui nous viennent de notre coin. Le Quinochuan, ou Quinchien, comme Champlain l'appelait, ce sont les rapides du Lonceau. Ce que nous, on a appelé en français le pied du Lonceau ou la tête du Lonceau ou la grande chute du Lonceau, ce grand complexe-là de rapides qui s'étale sur à peu près 20 km entre Carillon et Grenville, eux l'appelaient Quinochuan. Du côté des Amérindiens aussi, on avait la nation, la tribu qui occupait notre territoire, qui étaient les Wescarini, d'un côté, et de l'autre côté, du côté de Pointe-Fortune, on avait les Onon-Charanon. Bon, ils étaient algonquins. Algonquin veut dire nos parents, nos alliés. Les Anishinabés, ça veut dire être humain. C'est aussi simple que ça. Et le Kishissippi-Pirini veut dire les gens de la Grande Rivière. Donc, Kishissippi veut dire Grande Rivière et le Kishissippi-Pirini veut dire les gens de la Grande Rivière. Alors, ce sont des mots qui nous sont venus de ce premier contact-là établi entre Samuel de Champlain et les nations amérindiennes qui vivaient aux abords de la rivière des Outaouais. Au 16e et 17e siècle, Jacques Cartier avait nommé cette rivière-là, mais quelle est donc cette grande rivière qui porte au nord? Il avait vu une partie de la rivière à partir de la cime du Mont-Royal en 1536. Par la suite, Champlain
l'a appelée la rivière qui vient du nord, ou encore la rivière des Algonquins ou Algomoquins. C'était le toponyme qu'il avait donné. Au 17e siècle, les Jésuites, en 1624, l'avaient appelée la rivière des Prairies. Pourquoi ils l'avaient appelée la rivière des Prairies? Probablement parce qu'elle allait bercer sur le bord des plaines du lac des Deux-Montagnes et du côté de Vaudreuil. En 1660, on l'appelait la rivière des Hurons dans la relation. Donc, elle changeait de toponyme selon qui écrivait. Donc, on voit que le toponyme bouge à travers le temps. Du côté de Pierre-Esprit Radisson, qui était un des grands explorateurs, qui a passé ici au Lonceau au printemps de 1660, il l'appelait la Grande Rivière. Au niveau de la cartographie, on voit des toponymes comme rivière des Outaouacs ou encore, finalement, en 1680, la rivière des Outaouais. Lors de la concession, première concession de la seigneurie d'Argenteuil en 1680, on parlait à ce moment-là, dans l'acte de concession de Frontenac à Charles d'Aillebout des Mussauts, le premier acte de concession de la seigneurie d'Argenteuil, on parlait à ce moment-là de la rivière des Outaouais. Alors, on voit par la suite comment ça a évolué. 1725, rivière des Outaouas. Ensuite de ça, des Outaouas en 93. On parle de Grand River du côté des anglophones dans les actes notariés et on parle d'Ottawa River en 1795 dans ces actes notariés-là. Au 19e siècle, bon, évidemment, c'est devenu la rivière des Ottawa ou, comme on dit en anglais, Ottawa River. Du côté de la rivière du Nord, la première mention qu'on retrouve dans la littérature historique nous vient du premier acte de vente de concession, c'est-à-dire de la seigneurie entre Frontenac et d'Aillebout des Mussauts. On parle à ce moment-là de la rivière du Nord. Une autre mention a été faite dans ses premiers temps de colonisation, en 1725, dans l'aveu et dénombrement de la seigneurie d'Argenteuil, qui avait été préparé par Marie-Louise Denis, qui était la seigneuresse d'Argenteuil à ce moment-là. Au niveau d'Argenteuil, c'est la même chose. 1680, le toponyme est nommé. On parle de seigneurie d'Argenteuil à ce moment-là. Et le premier seigneur à porter le nom de seigneur d'Argenteuil a été Pierre d'Aillebout d'Argenteuil, qui a été le deuxième seigneur là, de la seigneurie d'Argenteuil. Voilà, je vous ai mis une petite carte ici qui nous remonte au premier temps de colonisation du village de Saint-André. On est en 1818. Alors, en 1818, ce qu'on voit, on voit un pont. On voit un pont traverser la rivière du Nord. Et c'est vraiment indiqué, là, North River. Hein? Et on voit la petite île. Cette petite île-là, qui servait à recevoir les deux chaussées, deux petits barrages là, qui avaient été mis sur la rivière pour surélever le lit de la rivière, pour avoir, emmagasiner de l'eau puis acheminer l'eau par un petit canal là, vers les moulins, le moulin à scie et le moulin à farine. Bon, cette petite île-là, elle n'avait pas de nom. Dernièrement, on lui a donné un nom. Alors, cette île-là s'appelle aujourd'hui l'île Maud Abbott, du nom de la première médecin, une des premières femmes médecins ici au Québec et au Canada. Maud Abbott a été reçue médecin à l'Université Bishop de Montréal en 1893 et a été une des plus grandes chercheuses là, internationales, une petite fille de Saint-André, bon, qui était fondatrice du musée d'Argenteuil, puis qui a travaillé pendant longtemps à l'Université McGill et qui a découvert quantité de nouvelles choses dans le monde de la médecine. Alors, cette île-là s'appelle aujourd'hui l'île Maud Abbott. Et on voit aussi qu'il y a des rues de nommés. Hein? On parle de la rue du Roi, la King's Row, et ensuite de ça, de la rue Saint-Andrews, donc la rue Saint-André, qui est aujourd'hui la route du Lonceau. Donc, les toponymes changent. Le nom des lieux change en fonction de ceux qui l'habitent. Quand les Américains étaient ici, avec Jedediah Lane Jr., on avait comme deux noms, on avait donné deux noms au territoire de la Chute, aux deux petits hameaux qui étaient en train de se créer à la Chute. Un des premiers noms, c'était le Lane's Corner. Le Lane's Corner est apparu dans la nomenclature autour de 1810 et il se situait exactement en face de la route qui nous mène vers Dunanny, donc la route qui traverse la rivière du Nord en face du vieux cimetière protestant.
Du côté de la chute Mills, on se retrouve à être juste à côté du pont Fish, comme je mentionnais tantôt, juste sur le bord de la grosse chute. La chute Mills, c'était en vérité la chute des moulins. Et déjà en 1817, le toponyme La Chute était présent. Là, il faut comprendre qu'on est dans une communauté anglophone. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont là. Ces francophones-là vivent principalement du côté de Saint-André, dans la baie de Carillon, un petit peu au pied du Lonceau, sur le bord de la rivière des Outaouais, entre Carillon et l'ancien golfe de Saint-André. Ici, on est dans un monde anglophone et on garde le toponyme français La Chute. Ça veut dire que c'était vraiment imprégné là, dans la culture des gens qui arrivaient ici. Parce qu'autrement, on aurait appelé ça probablement The Chute Settlement ou Chute Settlement. Mais déjà à ce moment-là, on avait clairement adopté le toponyme La Chute. J'ai rajouté quelques noms parce que ça fait partie de notre histoire. Des gens ont voulu changer le nom de la chute, dont un certain M. Barron. Thomas Barron est arrivé ici en 1809, puis il possédait une grosse partie du territoire. Il avait acheté, il était agent du Seigneur, il avait acheté de Jedediah Lane une grosse partie du territoire. C'est pour vous situer, là, tout le parc Barron, ou Baron comme on dit aujourd'hui, tout le parc Baron appartenait à Thomas Barron. Et ces terres s'étalaient au-delà de la rue Grace. L'édifice de la MRC d'Argenteuil, qui à l'époque, quand il a été construit en 1887, était une cour de justice, cet édifice-là a été construit sur les terres de Thomas Barron. Les terres de Thomas Barron allaient pratiquement jusqu'à l'autoroute 50. Alors, c'était un grand propriétaire terrien. Il a voulu, à un moment donné, appeler cette ville-là, ou ce secteur-là de la ville, Baronsville, comme ça se faisait, comme ça s'est fait avec Brownsburg. Le Brownsburg, ça aurait pu s'appeler Brownsville aussi, de M. George Brown, qui était le premier à s'établir là avec son moulin et à développer une petite communauté, le petit hameau et tout ça. Donc, ça s'est appelé Brown, de son nom George Brown, Brownsburg. Alors, on a voulu faire la même chose avec la chute, du côté de Thomas Barron. La même chose du côté de M. Warren, qui possédait quelques terres dans le coin de la Dame-Neuve, puis tout le petit secteur là, de la rue des Colibris et tout ça. On a voulu appeler ce secteur-là Warrenstown. Ça ne s'est pas fait. C'est comme si, de toute façon, à cette époque-là, on n'avait pas de municipalité organisée, mais les gens de la petite communauté ici, en haut de la Grosse Chute, ont voulu garder absolument le toponyme La Chute. Et ce toponyme-là était ancré dans l'identité culturelle du lieu, comme on peut dire. Les Anglais appelaient ça Above the Big Chute, The Chute ou Chute, Chute qui est une série de rapides. Ensuite de ça, en haut de la Grosse Chute, on a vu beaucoup Chute Settlement, Chute Purchase, La Chute séparée en deux. Upper La Chute et East Settlement, on a vu La Chute Road, puis on a vu Ayersville. Alors, si on fait le tour un petit peu de ça, le Upper La Chute, ça se trouve à être, comme on disait, c'était la chute en haut, mais la chute en haut allait vers l'est. Quand vous prenez la rue principale, vous traversez la rue principale, là, vous arrivez dans le camp Bourbonnière. Tout ce secteur-là, à l'époque, faisait partie du territoire de la seigneurie d'Argenteuil. Et le Upper La Chute, c'est le camp Bourbonnière. C'est aussi simple que ça. Il y avait une petite communauté qui était établie là, avec une église, une école. L'école était encore apparente, l'église était encore là. Il y avait un cimetière dans ce coin-là. Puis, tout le long du chemin, entre le Lane's Corner puis le Upper La Chute, il y avait des petites industries qui étaient installées là. Et un pont, le premier pont à traverser l'autre côté de la rivière, qui était le pont White, qui est aujourd'hui le pont de la route qui nous amène à Morin Heights. Le La Chute Road, c'est la fameuse route qu'on a construite en 1817 et qui reliait Saint-André directement à la chute, en ne passant pas par le coteau des Êtres. Parce que les premiers arrivants qui sont venus ici n'ont pas suivi la rivière. C'était trop, les escarpements étaient trop hauts, la rivière, c'était pas accueillant, c'était pas une place pour transiter et voyager. Alors, on préférait passer à travers les différents coteaux. Donc, le petit coteau entre Saint-André, le coteau des Êtres, et par la suite par l'avenue Bethany qui existait à cette époque-là, nous amenait jusqu'à la rue principale. Et de là, on pouvait s'en aller soit d'un côté au Lane's Corner ou encore aller vers de l'autre côté, sur le bord de la Grande Chute, vers les Moulins, à la Chute Mills. Du côté de Ayersville, évidemment, c'est une ville, c'est une petite communauté qui a été créée autour de l'usine Ayers.
fondée par Gilbert Ernest Ayres, qui était alors à ce moment-là président de la compagnie Ayres, en 1952. Et d'ailleurs, Gilbert Ayres a été le premier maire de la petite municipalité de Ayersville. La municipalité d'Ayersville commençait à la rue Amford. Hein, c'est ce qui délimitait le côté Ayres de Saint-Julien. Et la paroisse n'était pas la même que sur le côté de Saint-Julien. La paroisse Saint-Julien était redevable du diocèse de Saint-Jérôme, alors que la paroisse Immaculée Conception, de l'autre côté, du côté ouest de la rue Amford, était redevable du diocèse d'Ottawa. Alors, on voit la chute en 1885 et déjà là, on identifie certaines rues. Hein? L'avenue Bethany. Bethany, c'est pas Bethany, mais Bethany qu'on disait à l'époque en anglais. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a tout francisé. L'avenue Argenteuil, qui était la Chute Road. Ensuite de ça, on a la rue principale qui existait à ce moment-là. Et c'est vraiment l'arrivée du train, comme j'ai déjà expliqué par le passé, qui a fait que les deux hameaux de Lane's Corner et de la Chute Mills se sont réunis et on est devenu une municipalité à ce moment-là, en 1885, avec la création de la municipalité de la ville de La Chute. Notre territoire est empreint aussi de lacs auxquels on a donné des noms. Évidemment, le lac Sir John, mais ce lac-là ne s'appelait pas Sir John au départ. Il s'appelait le lac Bouchette, du nom de Joseph Bouchette, qui était l'arpenteur général du Bas-Canada, qui était venu sur le territoire, qui avait dessiné le lac, qui avait fait des cartes vraiment avec des beaux détails. On avait appelé ce lac-là le lac Bouchette. Et finalement, quand le seigneur d'Argenteuil, Sir John Johnson, est décédé, on a décidé de changer le nom du lac puis de l'appeler le lac Johnson, lac Sir John. Ensuite de ça, on a le lac Émilie. Le lac Émilie qui est juste ici, tout près de la rue principale, entre le parc Richelieu et puis le chemin qui s'en va vers Dunanny. Ce lac-là a été nommé en mémoire de la femme de John Michael, qui était un marchand de La Chute, qui, lui, possédait ces terres-là entre 1820 et 1840. Là. Évidemment, on a le lac Clair, je vous parlais tantôt, et ensuite de ça, les autres lacs, Dawson, Barron, c'est des toponymes qu'on a donnés en mémoire des gens qui ont vécu ici à La Chute. Du côté ouest, on parle du secteur ouest en allant vers Grenville, évidemment, le lac McDonald, McGillivray et Commandant sont tous des lacs qui ont été nommés en mémoire des premiers propriétaires de terre autour de ces lacs-là. Commandant n'est pas un grade militaire, c'est vraiment le nom de l'Amérindien qui vivait là, dans les alentours du lac. Même chose du côté de nos rivières. Hein. On a la rivière des Outaouais, la rivière du Nord. On a le ruisseau William, qui est tout près d'ici, au sortir de La Chute. La petite rivière rouge de Saint-André a changé de nom. Elle s'appelle aujourd'hui la rivière Saint-André. Ensuite de ça, on a les trois rivières qui nous viennent de Brownsburg, la rivière de l'Ouest, qui se trouve vraiment être plus à l'ouest. Ensuite de ça, on a la rivière de la branche du milieu, puis on a la branche de l'Est. C'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui une route entre Brownsburg puis Saint-Philippe qui s'appelle la branche. C'est en mémoire d'une des branches, la branche du milieu. Du côté de l'ouest, on a des ruisseaux, la rivière Kingsey, la rivière du Calumet qui nous est héritée des Amérindiens, et la même chose pour la rivière Rouge. Au 19e siècle, quand on créait les routes, il y avait un personnage qui débarquait sur le territoire pour faire l'évaluation et en même temps, il participait à nommer le toponyme. C'était le Grand Voyer. Le Grand Voyer, c'était l'officier responsable du développement puis de l'entretien des routes. C'est lui qui déterminait par où on allait passer. C'est lui qui réglait les chicanes entre les différents propriétaires, parce que des chicanes, il y en avait. À partir du moment où la route passait sur ta terre, tu devais t'en occuper. Tu devais faire les réparations, faire les ponceaux, si on avait à traverser une petite ravine. Et dans le cas des fois, comme la Cruise Gully, la grosse ravine qu'on a tout près du cimetière catholique ici, la route, elle descendait loin dans le bas, tu avais un petit ponceau à faire. Puis souvent, le petit ponceau, il partait avec les crues du printemps. Donc, c'était aux frais du propriétaire de réparer, de rendre la route pour qu'elle soit bonne, parce qu'on appelait ça une good road. Hein? C'était la bonne route. Et souvent, le Grand Voyer partait, puis il disait, écoutez, cette route-là, on va l'appeler la route vers La Chute, donc la Chute Road. C'est comme ça que ça s'en venait. Les routes secondaires, on les appelait les by road, et souvent, le toponyme était laissé entre les mains des communautés qui vivaient sur le bord de cette route secondaire-là.
Alors, on voit ici le tracé de la première route qui nous amène de Saint-André à la Chute, hein, avec en plein milieu, qui traverse en perpendiculaire, la ligne du Coteau des Êtres. Et c'est comme ça qu'on a créé cette route-là. Et on voit la signature du Grand Voyer qui s'appelait Chaussegros de Léry à ce moment-là. Alors, en 1817, évidemment, on passait et on traversait les terres. Donc, ce n'était pas un tracé qui suivait les lignes de démarcation en différents lots. Ça arrivait, ça, des fois. Vous vous rappelez, là, vous allez du côté de Saint-Hermas, la route file droit et à un moment donné, oups, on bifurque pendant un certain temps et on revient comme ça. Ça voulait dire que le propriétaire ne voulait pas qu'on traverse sa terre. Il préférait qu'on passe par les limites, soit les limites sud, les limites nord, est, ouest de sa terre et que la zone, entre deux terres devienne la route. C'est à cause de ça. Partout dans les Laurentides et partout au Québec, on voit ce phénomène-là. On ne voulait pas qu'on traverse la terre. Dans ce cas-ci, cette route-là, elle a cette particularité-là, c'est qu'elle traverse énormément de terre. Donc, il a dû y avoir beaucoup de tractations entre les différents propriétaires pour laisser le Grand Voyer faire ce tracé-là. Évidemment, quand on faisait un cadastre d'un territoire, on ne prenait jamais en compte les accidents de terrain, alors que lui, le Grand Voyer, voulait passer la route là où on avait le moins de ponceaux à faire, là où la route pouvait être le plus agréable possible pour ceux qui allaient transiter par cette route-là. Et c'est comme ça qu'on a construit cette route-là jusqu'à la Chute. Et l'avenue Argenteuil, qui est devenue par la suite, la route 344, pas 344 à ce moment-là, cette avenue-là, l'avenue Argenteuil, s'appelait le La Chute Road à ce moment-là. Évidemment, du côté de la Chute, plus tard dans le siècle, quand la municipalité a été créée, on a commencé à nommer le nom des routes en mémoire de nos personnages. Si on regarde les rues, on sait que la rue Barron nous vient de Thomas Barron, qui était un des premiers Écossais à venir s'établir ici à la Chute en 1809. Ensuite de ça, Bethany, évidemment, nous ramène à la Bible et le nom du secteur a été nommé autour de 1820. La rue Grace, c'était une des femmes de Thomas Barron. Ensuite de ça, la rue Hamelin, la rue Ayers, tout le quartier de Ayersville ont des noms hérités des propriétaires de la compagnie Ayers. Même chose pour la rue Wilson. La rue Lafleur nous vient d'un des grands constructeurs de la Chute. Vous savez, M. Lafleur, au début, autour de 1900-1920, ils ont construit une centaine de maisons là, ici dans la Chute. Tout le secteur est de la Chute a été construit par soit M. Lafleur, Cottingham et tout ça dans les années entre 1900 et 1920. La rue Michael nous vient de John Michael, qui était un grand commerçant ici à la Chute. Alors que la rue Amford, qui séparait la seigneurie d'Argenteuil du canton de Chatham à l'époque, c'est une contraction de deux noms de famille bien établis au 19e siècle ici à la Chute, les Bradford et les Hammond. Du côté des ponts, évidemment, les ponts ont reçu toutes sortes de toponymes. Ça a changé énormément à travers les âges. Par contre, le pont White est toujours demeuré le pont White. White, du nom de la famille qui est établie juste sur le bord de ce pont-là. C'est pas le pont Blanc, c'est vraiment le pont White, White du nom de famille White. Le pont Baron, qui est juste ici à côté de la bibliothèque et du parc, évidemment, nous vient de Thomas Barron, premier propriétaire, mais aussi de son neveu qui s'appelait Thomas Barron aussi, qui était un personnage assez influent ici puisqu'il a été greffier de cour, notaire. Il a même été député ici dans le comté. On a le pont vert, le pont noir, Copeland et Powers, qui a changé beaucoup de toponymes. C'est le pont qui traverse vers Dunani, qui est ici en face du vieux cimetière protestant. On a le pont Oil-Fish. Oil, parce que Oil était un constructeur de moulins, George W. Oil qui s'appelait. Pendant un certain temps au 19e siècle, il s'appelait le pont Oil, parce que c'est lui aussi qui finançait la construction de ce pont-là. Il faut s'entendre là-dessus. C'est que les ponts prenaient le nom de ces personnes-là, mais c'est ces gens-là qui payaient
pour avoir le pont, pour que le pont puisse traverser là. C'était quelque chose, de traverser la rivière du Nord, ça se faisait pas. C'est une rivière qui bougeait beaucoup avec les crues, avec les pluies, avec l'hiver, l'été, printemps et tout ça. Ça demandait énormément de courage pour la traverser en petit canot ou quelque chose comme ça. Alors, quand on a construit les ponts, évidemment, c'était souvent aux frais des propriétaires. Et c'est devenu le pont Fish. James Fish, pas Monsieur Poisson, mais James Fish, qui s'appelait... c'était un propriétaire terrien de ce secteur-là, constructeur de moulins, lui aussi, qui a opéré la corderie, le moulin à scie, le moulin à cardé, le moulin à farine. Le pont McGibbon, qui était situé juste à côté de la scierie McGibbon, qui est le petit pont qui traverse la rivière Ouest ici à la Chute. Ensuite de ça, bon, évidemment, on a encore les ponts de train, le pont du Canadien Pacifique qui traverse. Et on a aussi les traces et vestiges d'un ancien pont qui passait ici sur le bord du pont Baron, le pont du CNR, là, du Canadien national. Et finalement, le pont Paquette, qui a été nommé en 1950, c'est celui qui traverse sur la rue Amford, la rivière de l'Ouest. Alors voilà, au niveau des rues, bon, évidemment, c'est la même chose. Les quartiers ont hérité de noms de rues. Le quartier qui était sur les terres de Thomas Barron, bon, évidemment, tous les noms de rues qui se retrouvent sur ce quartier-là sont des noms qui viennent de sa famille. Harriet, qui était le nom de sa première femme, Grace, le nom de sa deuxième, et celui des enfants, Thomas, Henry, Mary, Elizabeth, Sidney et Robert. Bon, moi, je demeure tout près sur la rue Robert, comme on dit aujourd'hui en français, mais elle nous vient de Robert Barron, qui était le fils de Thomas Barron, mais pas le premier Thomas Barron, parce que lui, ça se trouve être son arrière-grand-oncle. Ça va vite. On a eu des changements aussi dans les noms de rues. La rue Margaret est devenue la rue Bédard en 1922, en mémoire de Geoffrey Bédard, qui était un bon constructeur ici de maisons, mais aussi un marchand. Lane, qui est devenue la rue Grace. Michael, qui est devenue la rue Robert, mais finalement, on a appelé la rue qui était en bas sur le bord de la traque du CNR, la rue Michael. Gilbert, qui est devenue Carrière. Foundry, qui est devenue Lafleur. La rue des Fonderies est devenue la rue Lafleur. Et la rue Hugh, qui est devenue Fraser. Mais ce personnage-là s'appelait Hugh Fraser, donc on a juste changé de son prénom à son nom de famille. Et la rue Drew, dans le petit secteur à l'est de la rue Bethany. Alors, les rues changent, les noms changent. Souvent, ce qui arrive quand on veut créer un toponyme, on fait appel aux gens de la communauté. Des fois, ça peut être l'inspecteur de la ville. Des fois, ça peut être un historien qui est appelé à trouver des toponymes. Dans certains cas, on m'avait demandé ici à la Chute de trouver des noms pour certains noms de rue dans le quartier du domaine Lessard. Alors, la rue Francis, non, c'est pas la rue qui est en mémoire de Francis Legault, notre grand journaliste au régional. C'est la rue qui est en mémoire de Francis Charles Ireland, qui était un entrepreneur de moulins, beau-fils de M. James Fish, qui a été très important ici, puis c'était probablement un des premiers historiens à laisser une trace dans les journaux ici à la Chute en écrivant les Sketches of the Chute autour de 1881. Ensuite de ça, la rue Abigail, qui est en mémoire de Abigail Hutchins, qui était la première femme à venir s'établir ici à la Chute. C'était la femme de Hezekiah Clark. Alors, elle est arrivée ici avec ses bébés, puis elle a probablement donné naissance au premier enfant ici sur le territoire de la Chute. Alors, la rue Abigail est en mémoire d'Abigail Hutchins. Et ensuite de ça, la rue Benjamin est en mémoire de Benjamin Hammond, qui était propriétaire des terres sur lesquelles le domaine Lessard s'est développé. Alors, voilà, ça fait le tour un peu de cette couverture toponymique-là dans notre secteur d'Argenteuil et de la Chute. Évidemment, quand on pense ici à la Chute, à tous ces noms-là qui sont présents tout le temps, on pense aux oiseaux, à la rue des Colibris, des fois on pense à la rue des Ormes, à la rue des Érables, à la nature, on pense aux personnages. Interrogez-vous à chaque fois que vous arrivez à quelque part, mais pourquoi est-ce qu'on a nommé ce lieu-là de telle façon? C'est une manière de faire vivre la mémoire de ces gens-là, de se rappeler qui ils étaient avant, parce qu'il y a des gens qui ont passé sur notre territoire avant nous et qui ont trouvé, d'une manière ou d'une autre, un nom pour chacun des lieux. Alors là-dessus, je vous remercie. J'espère que ça vous a diverti et on se revoit dans une prochaine.